Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de On va se faire foot. On va se faire foot sixième édition en compagnie de Marc Cabaye à Québec, Salut à vous. Daniel Montero à Lisbonne Bonsoir à tous. et votre serviteur qui est de retour en 1957. Alors, au programme ce soir, on va parler Ligue 1 et José Mourinho. On va parler Liga, Serie A, Coupe de France et toujours Ligue 1 pour savoir qui est dans la course à la Coupe d'Europe. Donc, notre premier thème, on va parler Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain en crise, mais qui continue d'être en tête du championnat, avec 8 défaites déjà en 2023 et se pose depuis quelques semaines la question du maintien en poste de Christophe Galtier. Et on a vu surgir dans la presse portugaise, c'est l'émotion, la rumeur comme quoi José Mourinho serait dans les starting blocks pour reprendre le PSG. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, José Mourinho, il est très très proche du directeur sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos. On se souvient que, par exemple, il y a 2, 3 ans, Luis Campos l'avait invité dans les travées du stade de Lille, à l'époque où Christophe Galtier entraînait déjà Lille et le LOSC allait être champion de France. Et donc, sur ces connexions, on va dire, portugo-portugaises, donc la rumeur enfle depuis 15 jours sur l'arrivée de José Mourinho au Parc des Princes l'an prochain. Donc, la question que je vous pose est assez simple. Est-ce que José Mourinho à Paris, c'est une bonne idée, oui ou non, ou une fausse bonne idée? Daniel, le plus lusitanien d'entre nous. Bah écoute, pour moi, ça serait une énorme surprise, hein. J'ai lu comme toi, tu as raison, c'est vrai, dans la presse portugaise, on parle de ça. C'est un vrai sujet. Moi, ça me laisse quand même assez perplexe parce que euh, José Mourinho, actuellement en Italie, se débrouille quand même pas trop mal. Il a pris la S Roma, qui était vraiment dans le trou, hein. Et il est quand même en passe de les qualifier au moins en Ligue Europa pour l'année prochaine. Il est toujours en lice pour l'Europa League cette année, il me semble. Ils sont en quart de finale, ouais. Euh, Ils sont en quart de finale. Euh, et au classement, ouais, ils luttent pas pour être champion aujourd'hui, mais il a repris cette équipe et il a un beau projet devant lui. Donc, je suis assez perplexe sur son arrivée au PSG. Alors, la question, est-ce que ça serait un bon profil pour le PSG aujourd'hui? Peut-être. Je dirais peut-être dans la condition où, comme tu le disais, il est proche de Campos, qui est aux manettes, hein, pour le recrutement, clairement. Et si il a le pouvoir au niveau du recrutement, éventuellement, ça peut être une bonne idée. Parce que je pense que plus loin que Mourinho, le profil de l'entraîneur idéal pour le PSG aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aurait la main sur le recrutement. Parce que cette équipe, elle n'a pas de milieu de terrain. Voilà, on l'a encore vu hier contre Lyon, ça a été vraiment une catastrophe, hein. Euh, Mbappé, il faisait peine à voir d'ailleurs, hein. Il faisait des appels en profondeur, mais voilà, personne est en mesure vraiment euh, voilà, de lui filer les ballons dont il a besoin. Sur Mbappé, je serais plus dur que toi parce que Mbappé, mine de rien, tu prends les 2 derniers matchs au parc, Mbappé, il vendange. Hier, il vendange dans les 20 premières minutes une passe en or de Messi, ça peut faire 1-0, c'est pas le même match. Il y a 15 jours contre Rennes, il en vendange 3 sur 3 ouvertures de Messi. Et même s'il en met une ou deux, c'est pas le même match parce que Rennes, en ce moment, ils ont la tête dans le seau, on en parlera après. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire en ce moment, là, je vois fleurir ça sur les réseaux sociaux et dans les journaux spécialisés que Messi il traverse les matchs comme un fantôme. C'est pas totalement faux, mais bon, il fait du Messi, il joue en marchant, il a toujours fait ça, même à l'époque de Barcelone, où il faisait 3 accélérations dans le match. Et en même temps, si Mbappé, il est plus tueur, Messi, il a 4 ou 5 passes décisives de plus, et on va dire qu'il fait une saison incroyable. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué et que le profil de Mourinho, moi, là où je sais pas si en fait il s'adapte à Paris, c'est que Mourinho, on l'a vu ces dernières années, que ce soit à Chelsea, que ce soit à Tottenham, un peu plus en avant, un peu plus encore avant à Madrid et plus près de nous à Manchester, José Mourinho, il a du mal à gérer les stars. Voilà. Pour moi, c'est un entraîneur. J'ai beaucoup apprécié quand il était à Porto, à son début à Chelsea, un peu moins ensuite. Mais c'est un entraîneur qui, pour moi, était bon, comme pouvait l'être d'ailleurs son mentor Luis Van Gaal, pour gérer des jeunes en apprentissage ou des joueurs en transition. Quand il était au Porto, qu'il avait Maniche, qu'il avait Coxinha, qu'il avait Deco, c'était pas des stars, c'était pas des top 5
joueurs au milieu de terrain. C'est lui qui les a fait devenir des top 5. Quand il était à Chelsea, il a fait venir des joueurs qui étaient en devenir, mais qui n'étaient pas forcément très connus. Il prend Drogba à Marseille, mais Drogba, c'est pas le top joueur européen à l'époque où il le prend. Quand il prend Ricardo Carvalho, qui va le chercher à Porto, bon, alors il est dans le confort parce que Ricardo Carvalho, il l'avait l'année d'avant quand il devient champion d'Europe, mais c'est pas le monstre que c'est devenu après. Et pareil à l'Inter finalement. Quand il regagne la Coupe d'Europe à l'Inter, il regagne la Coupe d'Europe à l'Inter, alors il a une méga star, c'est Eto'o, et après, il n'a pas des joueurs transcendants. Diego Milito, avant d'être à l'Inter sous Mourinho, c'était un bon joueur de club, c'était pas un attaquant de classe internationale. Christian Chivou, qui était arrière gauche, ça faisait un petit moment qu'il était à l'Inter, il était perdu. Ivan Cordova, pareil. Cambiasso au milieu de terrain, c'était un bon milieu de terrain, mais il ne faisait pas lever les foules. Et donc, en fait, il a le don de permettre à certains joueurs qui sont des bons joueurs ou des joueurs de niveau continental, mais sans être des joueurs de classe mondiale, de les faire se dépasser parce que ces joueurs-là sont à l'écoute, justement. Euh, et ils ne se la racontent pas. Ils n'ont pas la grosse tête au moment où ils sont avec lui dans ces aventures-là, à Porto, au début à Chelsea ou à l'Inter de Milan. Et on a vu que dans d'autres clubs, justement, au Real de Madrid, il avait eu des difficultés à gérer Ozil, il avait eu des difficultés à gérer Cristiano. À Manchester, il a eu des difficultés à gérer Pogba, Rashford ou d'autres. C'est plus compliqué pour lui. Et à Paris, du coup, effectivement, s'il y a un grand coup de balai qui est fait et qui peut gérer le recrutement avec Luis Campos, comme on l'entend ici ou là, il semblerait que dans les conditions qu'il est mis pour venir, il y avait se débarrasser de Messi et Neymar, que le recrutement de Cherki est une priorité. Donc on est sur un profil de construction du PSG différent. S'il y a vraiment un changement de philosophie de la politique sportive de Paris, pourquoi pas? Sinon, Mourinho peut venir pour venir gérer les stars, ça va aller au clash et ça va vite être un crash industriel. Marc? Bon, d'abord, pour moi, c'est une demi-solution. Changer d'entraîneur, évidemment, Galtier, c'est catastrophique, hein. Il faut savoir que c'est quand même la pire année du club, hein, depuis l'existence du club. Je pense que c'est sa pire année depuis. Peut-être en 2008, il y a eu vraiment une année catastrophique. Alors, Ils ont je failli te vois descendre. faire non, mais je te vois faire la moue, mais c'est eu égard au budget qu'ils ont. Ouais, Et effectivement. en tout cas, depuis l'ère Qatari, c'est une catastrophe. C'est un club qui régresse d'année en année. C'est une calamité. Les entraîneurs se succèdent. Et puis même des entraîneurs qu'on croyait chevronnés comme Pochettino ont énormément de mal. Le vrai problème du PSG, c'est Nasser. C'est le président qui n'a aucune connaissance du foot, qui est complètement dépassé. Je pense que la politique de Doha, c'est pas tant le sportif, c'est beaucoup les starlets et puis les réseaux sociaux. C'est un club qui vend très très bien les maillots, qui est numéro un à ce niveau-là, en termes d'entrée d'argent, marketing, etc. Mais aujourd'hui, la politique sportive, c'est une catastrophe. Donc oui, si Mourinho arrive, on va dire que Doha ne veut pas faire la grosse révolution, c'est-à-dire se séparer de Nasser, qui fait finalement, au niveau politique et au niveau poids européen, c'est quand même quelqu'un qui a un certain poids, donc je ne pense pas qu'il le change. Donc admettons qu'on ne fasse pas la grosse révolution qui devrait être pour moi la solution. C'est-à-dire que, admettons, Mourinho, c'est quelqu'un qui peut faire une révolution dite plus tranquille, c'est-à-dire qu'il va arriver et puis il a une aura qui est quand même importante. Il serait capable de dire, moi je viens à la condition que Messi, par exemple, Neymar. comment, et que Neymar dégage. Je pense que lui, il aurait la capacité d'imposer ça. Ensuite, pourquoi on le ferait venir? J'imagine pour la discipline aussi, parce que c'est quand même un entraîneur qui, Paris manque terriblement de discipline. Un joueur comme Verratti sort régulièrement et il a un train de vie qui est en dehors de toute considération professionnelle. Et puis, la plupart des joueurs qui arrivent à Paris, c'est ça le problème aussi, hein, c'est les sorties, c'est le manque de discipline. Donc Mourinho, à ce niveau-là, je pense qu'il l'aurait. Maintenant, pour moi, Mourinho, c'est plus un entraîneur du passé que du futur. Je suis assez d'accord avec toi, Mehdi, dans le sens où, à l'époque de Porto, à l'époque de Madrid en 2009-2010, puis après, bah, c'est quand même quelqu'un qui est quand même capable de péter un câble et de mettre la zizanie dans un club, comme il l'a fait dans le passé. Et je pense que quand il y a peu d'autorité, comme à l'heure actuelle, au-dessus de lui, ben, si ça se passe mal, j'ai peur que ça foute encore plus le bordel au niveau de Paris.
Bon, ça, on va dire que c'est le bémol que je mettrais. Voilà, c'est un peu ce que je pense de l'arrivée de. J'ai envie de dire, c'est pas très très grave en fait sur le profil de José Mourinho, puisque José Mourinho, il a un profil où il reste quoi, 2-3 ans dans un club, ensuite il part au clash et ça clash Ouais, parce qu'il est sans doute trop exigeant avec les joueurs. À un moment donné, ça pète comme une soupape. Et en général, la troisième ou quatrième année est moins bonne, mais en même temps, la durée de vie d'un entraîneur à Paris, c'est quoi? 2 ans, grand maximum, 3 ans. ouais, ouais. Finalement, Ouais. il est dans ce profil-là. Ensuite, je te rejoins sur le profil des joueurs, et même, je dirais mieux, on a l'impression que les joueurs qui arrivent à Paris, ils régressent. Parce que C'est au vrai. départ, enfin moi je me souviens cet été, quand Luis Campos il fait son recrutement, on est tous à se dire que finalement le recrutement, il est pas mauvais, on est tous un peu intrigués, comment ça va prendre. Au milieu de terrain, il recrute Carlos Soler qui est international espagnol, qui est le capitaine de Valence, qui sort de 2, 3 bonnes saisons à Valence. Pareil pour Fabian Ruiz à Naples. Pareil pour Renato Sanchez. Hein. Renato Sanchez, tout le monde disait oh là là, extraordinaire. Ils sont arrivés à piquer Renato Sanchez à tous les cadres européens qu'il voulait du LOSC. Il y avait le Milan AC qui le voulait, l'Inter, la Juve, certains clubs de première ligue. Et donc, on se disait, enfin, ils ont quelqu'un, un joueur qui peut casser les lignes, balle au pied, au milieu, etc., etc. Donc, mais la plupart de ces joueurs-là qui arrivent à Paris, ils régressent. C'est assez, on pourrait aussi parler de Achraf Hakimi. Vi- Achraf Hakimi fait des matchs ouais. incroyables en sélection marocaine et à Paris, il est transparent. Donc, Par le passé, Wijnaldum aussi, ou ce genre de ouais, joueurs qui sont arrivés. Wijnaldum dans le passé, effectivement. Donc, après, peut-être Wijnaldum, c'était quelqu'un qui. Alors, il se trouve qu'il joue à la Roma, Wijnaldum. J'allais dire qu'il avait peut-être moins le profil de Mourinho, mais finalement, on a l'impression que c'est le profil de joueur que je décrivais tout à l'heure dans ma première intervention. Finalement, est-ce que Mourinho, il n'est pas capable de remettre sur les rails des joueurs comme Carlos Soler, Fabien Ruiz, de faire développer un joueur comme Ekitike, je ne sais pas comment on prononce, Ekitike, qui est ce qu'on appelle un target man. Mourinho, il a toujours des target man dans ses équipes. Aujourd'hui, il a Tommy Abraham à la Roma. Avant, il avait, on en a parlé, Drogba à Chelsea, Derlei à Porto. Il joue souvent avec ces espèces d'attaquants plus ou moins mobiles, mais surtout des joueurs en pivot qui permettent aux ailiers de rentrer. Donc finalement, il y a déjà du matos qui lui correspond. Le problème, c'est derrière. Moi, à mon avis, le gros problème, et pour en parler du recrutement du PSG, il n'y a pas de leader. Ils n'ont jamais remplacé des mecs comme Ibrahimovic, des mecs comme Cavani qui avaient une certaine grinta, et Thiago Silva. Dani, je te redonne la parole sur ça, sur le profil de Non, Mourinho et je partage pas cet avis-là. Je reviens sur ce que tu disais, que Mourinho, il savait pas gérer les stars. Il l'a fait au Real de Madrid. Il a mis Casillas sur le banc, hein. et Il s'est imposé quelque part. Et alors ça a grondé à l'époque, mais moi, c'est pas trop, c'est pas tant ça, c'est pas cet argument-là, moi, qui me chagrine, c'est que je pense, et je rejoins Marc, je pense que Mourinho, c'est un très bon entraîneur, hein, je reviens pas là-dessus, mais je pense qu'il est, d'un point de vue tactique et d'un point de vue football moderne, il est un peu dépassé. C'est un très bon entraîneur, je pense, pour une équipe comme la Roma ou peut-être une équipe qui serait en recherche d'une nouvelle dynamique, mais le PSG, c'est pas ça dont il a besoin. Le PSG, il a besoin de reconstruire une équipe. Et le profil de l'entraîneur du PSG, il est hyper important. Et Galtier, justement, c'était peut-être un bon profil, mais peut-être un peu trop tôt pour lui. Euh, Moi, je verrais plus un entraîneur euh, qui produit un football moderne et qui est la main, justement, sur le recrutement. maintenant, question subsidiaire, si c'est pas pour Mourinho, qui pourra entraîner le PSG? Marc? Franchement, à l'heure actuelle, j'ai du mal à me dire, ça pourrait être quelqu'un comme Nagelsmann, par exemple, pourquoi pas, puisqu'il vient de, pourquoi pas lui. C'est vrai que je pensais un retour de Tuchel, on en avait parlé un petit peu à Paris, je pense qu'il le voulait à nouveau. Il s'était rendu compte quand même que c'était pas un tocard, hein, c'est quand même Ah, Tourelle le un voulait très bon. aussi apparemment. Qui ça? Tourelle le voulait aussi apparemment aussi, parce Ouais, qu'il avait ouais, voilà. rencontré la direction plusieurs Ouais, fois. mais ça symbolise encore une fois, moi, ça symbolise encore une fois qu'au niveau sportif, ils sont largués parce qu'ils n'ont pas sauté sur l'occasion. L'occasion, elle allait pas attendre, ils n'allaient pas attendre jusqu'au mois de juin pour. Je trouve qu'ils attendent trop. Ils n'ont pas fait ce qu'ils, ils ont pas fait ce qu'il fallait.
Je pense que les noms là à l'heure actuelle. Moi, à la place de quelqu'un, mettons, qui c'est qu'on voudrait aujourd'hui? Moi, c'est sûr que quelqu'un comme Guardiola, ça serait le fantasme absolu pour, j'imagine, pour Paris, quoi. Mais qui va avoir envie d'aller là-bas, quoi? Alors, Dani, toi, qui tu vois à Paris si c'est pas Mourinho? Pour moi, alors après, ce que je vais dire, ça va vous faire rire, mais en termes de profil et par rapport à un nouveau projet au PSG, pour moi, ça serait Zinedine Zidane. Ah, bah Pour oui. moi, pour moi, Zidane, ça serait vraiment la personnalité en termes de football qui pourrait s'imposer dans ce vestiaire et proposer justement quelque chose de complètement nouveau. Maintenant, voilà, c'est un rêve qui je pense, est pas réalisable. Moi, je Mais pense en qu'on termes de marque, profil, en fait. Je pense qu'on marque. hein, Je pense qu'on marque. Je pense que des gens comme Zidane ou Guardiola ne vont jamais venir dans un tel bourbier. Ils sont pas totalement fous. ouais, ah, mais je suis d'accord, hein. Euh, Mais et, si et- tu me poses la question, voilà, qui aujourd'hui pourrait renverser le PSG et vraiment remettre cette équipe sur des rails, à mon avis, Zidane, il pourrait le faire. et pour rebondir sur Nagelsmann, Conte ou d'autres entraîneurs qui sont libres aujourd'hui, hein, ils ne voudront pas plus venir. Ah Voilà, oui, 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 pour les raisons c'est qu'on a sûr. évoquées. Et finalement, Mourinho à Paris, moi j'y crois. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une conjonction d'intérêts. Mourinho, comme tu l'as dit, là maintenant, il est à la Roma, il a été un petit peu dégradé. C'est entre guillemets un entraîneur du passé sans lui faire d'offense. S'il peut rebondir et revenir sur le devant de la scène, ben finalement, c'est avec Paris. Donc, je pense que il peut y avoir une conjonction d'intérêts où les deux peuvent se laisser séduire. Le Qatar qui fait de la politique, qui fait entre guillemets de la diplomatie sportive, avoir et Mbappé et Mourinho, bah, quand même, ça claque, c'est vendeur. Et pour Mourinho, je pense qu'à l'heure actuelle, comme il est déprécié, il trouvera pas mieux. Mehdi, dis-moi un truc. En Italie, c'est les deux ou les trois premiers qui ont accès en Ligue des Champions? Les quatre premiers. Les quatre premiers, pour l'instant, la Roma est cinquième. Non, la Roma, ils sont quatrième. T'es sûr? Non? Non, ils étaient cinquième Non, t'as raison. contre Enfin, la. non. Enfin, ils sont cinquième et ils ont le même nombre de points que le quatrième. Ouais, et ils ont la Juve qui revient vite aussi. On le verra tout à l'heure dans la Ouais, on le partie. verra tout à l'heure. Mais non, non, mais c'est pour rebondir sur Mourinho, parce que Mourinho aussi se qualifie en Ligue des Champions avec la Roma. C'est pas sûr qu'il parte au PSG, hein, Alors, il a deux chances de se qualifier avec la Roma en Ligue des Champions, par la voie du championnat et par la voie de l'Europa et League. par On l'Europa en League. parlera dans une autre émission, mais je pense qu'en Europa League, il va arriver en finale. Parce qu'il est dans la partie du tableau où il n'y a pas Manchester, où il n'y a pas la Ouais. Juve. Voilà, donc il devrait arriver au moins en finale. Et après, bon, c'est une bête de finale, il n'a jamais perdu de finale, donc de Coupe d'Europe. Donc voilà. Bon, je vous propose de rester en Ligue 1. On parlait de Ligue Europa et de faire le point sur la course à l'Europe puisque bon, si on peut penser bon, que Paris sera qualifié pour la Ligue des Champions, on ne sait pas s'ils seront champions, mais ils seront qualifiés pour la Ligue des Champions, que derrière Marseille, Monaco et Lens seront européens. Il y a une bataille qui s'engage, qui est très serrée pour la Ligue Europa et pour la Ligue Conférence entre Lille, qui semble un peu détaché avec 52 points, Rennes qui patine avec 46 points, Reims qui est revenu avec 46 points et la très 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 grosse cote, Lyon qui revient dans la course avec 44 points après sa victoire hier à Paris. Donc, Rennes, Rennes, ils ont 50 points, hein. Ils ont pas question, 46. pour moi, ils sont toujours à 46. Hein. Mais bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, ça fait un petit moment qu'ils patinent. Hein. Ils étaient quatrième et ils jouaient la Ligue des Champions pendant un moment. Là, ils sont à l'arrêt, à part leur victoire à Paris. Ils sont sur une dynamique qui est assez faible. Donc bon, de manière très simple, qui vous voyez, hormis les quatre premiers, qui vous voyez se qualifier pour la Ligue Europa et l'Europa League Conférence, parce que je rappelle qu'il y a une place d'Europa League qui est réservée aux vainqueurs de la Coupe de France. Ça sera notre troisième thème. Marc, C'est très difficile, franchement, très difficile parce que, à part les trois premiers qui semblent effectivement jouer la Champions League, derrière, on a des clubs. Enfin, Monaco, moi, si quelqu'un arrive me parle encore une fois arrive à me convaincre sur la stabilité de ce club, c'est la même chose, quoi. Je veux dire, Monaco, c'est génial parfois, c'est catastrophique la semaine d'après. Très difficile de parler d'un club comme Monaco à l'heure actuelle qui est quatrième. Euh, ils j'ai sont à trois regardé un points, petit. ils sont à 3 points de la Ligue des Champions, Monaco encore. Hein. Ouais. Ouais, 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 tout est faisable. Ceci étant, je vois mal Lens ou Marseille se faire passer devant par Monaco, qui est vraiment, encore une fois, très irrégulière. J'ai regardé aussi les derniers matchs de Monaco, ça semble pas si simple que ça. Franchement, à l'heure actuelle, si je regarde le classement,
Il ne devrait pas beaucoup évoluer. Je vois pas, derrière Monaco, je ne vois pas Lille non plus se faire dépasser par Rennes. Parce que comme tu le dis si bien, Rennes s'est un peu écroulé. Alors oui, ils ont gagné à Paris, mais à l'heure actuelle, je crois que Paris devient un club qui n'est pas si compliqué à battre. Non, Mais c'est clair. depuis la blessure de Terrier, ça leur a fait énormément de mal. Et l'organisation de l'équipe en a pâti énormément, quoi. Donc je pense que Rennes ne dépasserait pas Lille, qui est pour moi l'équipe la plus séduisante à l'heure actuelle, qui a un jeu très, très emballant. La seule chose, c'est que Lille, encore une fois, est souvent déçu, c'est-à-dire qu'ils peuvent gagner 1000 fois le match, et puis que souvent, ben, ils ne l'emportent pas. Donc, si je veux faire un petit condensé de ce que je viens de dire, je vois Paris, évidemment, Paris, Marseille et Lens, dans cet ordre-là. Pour l'Europa League, Monaco, qui ne pourrait pas perdre ni augmenter dans le classement. Et derrière, je vois Lille rester pour la Conférence League. Ouais. Attends, la cinquième place, c'est la Conférence League? C'est pas l'Europa League encore? L'Europa Non, la League. cinquième place, c'est la conférence, ouais, c'est ça. Ah, d'accord, ok. Ok. En fait, en Europa League, ça va être le quatrième, et puis ça va C'est être ça, le vainqueur de Ah, la c'est Coupe de vainqueur de la France. Coupe de France. c'est ça, c'est ça. Ok. Dany, à ton tour. Bah écoute, moi j'ai regardé, donc là il reste 9 journées. Ouais. Donc 9 journées, c'est 27 points. Hmm. Il y a 27 points à prendre en fait. Hmm. Et quand on regarde, bon, on va prendre l'OL, le neuvième, hein, parce que je pense que Lorient, ça va être difficile. Mais si on se base sur l'OL, donc l'OL est à 8 points de Lille, qui est le premier, enfin qui est le cinquième. Donc quand on regarde, donc ça va jouer sur les 5 premiers. Donc on a PSG, Lens, OM, Monaco, Lille actuellement. La question c'est de savoir dans ces 5-là, lequel peut descendre enfin, que lequel peut descendre en fait, en sixième, septième, huitième ou neuvième position, et dans les quatre qui restent, donc Rennes, Reims, Nice, OL, qui pourraient éventuellement remonter dans le top 5. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire que, comme Marc, il y en a quatre pour moi qui descendront pas. C'est le PSG, Lens, l'OM et Monaco. Je pense que ces quatre-là, ils sont assurés, je pense, de rester dans le top 4. Euh, pour moi, le seul qui pourrait éventuellement redescendre, c'est Lille. Même s'ils sont sur une bonne série, il y a quand même beaucoup d'instabilité dans ce club. Ils finissent mal des saisons en général. Ils commencent bien, mais ils finissent mal des saisons, à part l'année où ils ont été champions. Donc Lille, je les verrais peut-être éventuellement descendre dans le classement. Et l'équipe que je verrais peut-être surprise à remonter, ça serait l'OL. Même si aujourd'hui ils ont 8 points de retard et qu'ils sont vraiment l'outsider, ils sont en bas de. Ils sont 9e. Ils ont un calendrier qui est pas mal. Euh, et donc, du coup, je les verrais peut-être créer la surprise de fin de championnat et remonter à la 5e place et décrocher éventuellement la place pour l'UEFA Conference League. Donc, je mettrais les quatre premiers, ouais, PSG, Lens, Monaco, OM, avec peut-être la surprise de Lyon qui remonterait en 5e position. Ok, alors bon, moi sur Lyon, je pense qu'ils partent de très loin et on le verra après, ça va dépendre de leur parcours en Coupe de France. Parce que là, la finale de la Coupe de France, c'est le 29 avril et bon, s'ils sont européens au soir du 29 avril, ils risquent d'être en roue libre après en championnat. C'est Euh, vrai. donc ça va forcément impacter leur fin de saison. Je suis un peu plus circonspect que vous sur Lens, même si Lens se reprend après un trou d'air. Mais pour moi, Lens, ils ont un calendrier où, en fait, dans 5 journées, on va savoir s'ils sont là ou pas. Ouais, Euh, ils jouent PSG, Monaco. T'as raison, ils jouent le PSG, Monaco dans pas PSG, longtemps. Monaco, Marseille en suivant. Ouais, Dans ouais, 15 jours, c'est vrai. ils jouent Paris. Ouais. Ensuite, ils reçoivent Monaco et ensuite, ils vont à Marseille. Donc, dans les 15 jours, enfin, d'ici un mois, Mhm. l'histoire va être pliée ou pas. S'ils sortent de là sans trop y avoir laissé des plumes, ils seront effectivement dans les trois premiers. Moi, je pense, même si c'est régulier, qu'ils vont se faire passer devant par Monaco et que donc Lens sera en Europa League. Ensuite, bon, Rennes, je les vois pas pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Ça fait n'importe qui peut gagner contre Rennes à part le PSG. C'est dire le niveau du PSG. Effectivement, ils sont totalement perdus dans l'animation offensive depuis que Terrier s'est fait les croiser. Donc là, ben, on voit qu'ils stagnent beaucoup. Par contre, l'équipe qui arrive lancée comme un obus, la meilleure équipe des matchs retour, c'est Reims. Voilà.
Reims, ils ont perdu un seul match depuis que Will Steele est arrivé. Après, ils ont tout gagné quasiment. Donc, ils sont passés en quasiment 3 à 4 mois, enfin, depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, ils sont passés de la 16e, 15e place à la 6e. Donc, c'est 6e égalité avec Rennes, je crois, ou en tout cas pas loin. Donc, il reste encore 27 points à prendre, comme l'a dit Dany. S'ils sont sur la même dynamique, ils seront pas loin de la timbale. Donc, effectivement, ça va dépendre des dynamiques des uns et des autres. Après, est-ce que Reims peut continuer à surperformer comme ils le font depuis 4 mois? Est-ce qu'ils peuvent tenir sur cette dynamique-là? Je pense que oui, parce qu'ils sont euphoriques. Lille, effectivement, c'est une équipe qui a un super effectif, moi je trouve, dense et super bien construit. Ils ont relancé des joueurs comme André Gomes, qui était passé par Barcelone ou Everton, qui s'était fait une blessure impressionnante à Everton. Ils ont le meilleur buteur de Ligue 1 avec Jonathan David. Ils ont un super gardien. Ils ont un milieu de terrain expérimenté. Donc, c'est très solide. Maintenant, effectivement, depuis qu'ils ont été champions, ils ont l'habitude de se trouver sur la fin. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à tenir le sprint final? C'est toute la question. Donc, moi, je pense que ça va être palpitant. J'enlève Rennes du jeu. Lyon pour la raison que j'ai donnée. Après, honnêtement, entre Reims et Lille, ça va être serré. Et entre Lens et Monaco, à mon avis, ça va être serré. Et même Marseille n'est pas à l'abri de se retrouver chocolat et de jouer l'Europa League parce qu'une équipe qui perd 20 points à domicile, alors qu'il reste encore 9 journées de championnat, qui n'a pas gagné à domicile depuis je ne sais plus combien de temps, ça va être difficile quand même d'accrocher la Ligue des Champions s'ils ne se ressaisissent pas quand même. Leur chance, c'est qu'ils se déplacent 5 fois sur 9. Marseille, ouais, ils sont meilleurs en déplacement, effectivement. Voilà, c'est fou à dire. Effectivement. Effectivement. Non, mais il y a que 3 points d'écart hein, entre Marseille, Lens et Monaco. Donc sur ces trois-là, moi j'ai l'impression que Monaco, ils ont mangé leur pain noir et que là, ça va un peu mieux. Ouais. Bon, c'est à voir. Et surtout, voilà, vraiment le calendrier de Lens, il est, enfin, voilà, c'est les 12 travaux d'Astérix, quoi. Ouais. Puis Donc, Dani, j'ai pour marque, j'ai Monaco et Lille en Ligue Europa. Pour Dany, j'ai Lyon et Monaco en Ligue Europa. Et donc, pour moi, il y a Lens en Ligue Europa et Reims, la grosse cote. C'est bon pour tout le monde? c'est bon, J'ai vendu? à juger. Vendu? Non, Personne ne peut racheter. non, 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 moi, c'est parce que moi, j'avais dit que j'avais donné un top 4. Donc PSG, Lens, OM, Monaco dans les 4 premiers. Ouais, Maintenant, s'il faut faire un classement, attention, moi je vois Monaco en Ligue des Champions. d'accord. Hein, D'accord. moi je vois Monaco en Ligue des Champions. Avec le PSG, après ça va se jouer entre l'OM et ouais. Et Lens. Ouais. Eh bien, en tout cas, merci pour vos savantes analyses et on va enchaîner avec le troisième thème. Ben, cette semaine, figurez-vous que pour une fois, il n'y a pas de Coupe d'Europe, ni de matchs internationaux. Et c'est donc la Coupe de France qui va occuper la principale actualité footballistique puisqu'on arrive aux demi-finales de la doyenne des compétitions françaises avec deux affiches plus qu'alléchantes. Une demi-finale mercredi soir entre le FC Nantes, tenant du titre, et l'Olympique Lyonnais, qui jouera, donc, comme on le disait juste avant, une partie de son avenir européen et de sa saison dans cette demi-finale à la Beaujoire. Et une deuxième demi-finale jeudi qui m'intéresse beaucoup plus entre le petit poussé de la compétition, le FC Annecy, et donc le Toulouse Football Club qui essaiera de gagner la Coupe de France comme derrière moi pour la deuxième fois après 1957. Donc finalement, c'est une compétition qui cette année, comme l'an dernier avec l'élimination du PSG et de l'Olympique de Marseille, est très très ouverte, où sans doute les quatre équipes se disent qu'elles ont une chance sans doute inespérée de rajouter une ligne à leur palmarès. Donc ma question c'est, en gros, quels sont vos pronos pour ces deux demi-finales et quelle affiche vous voyez en finale pour cette Coupe de France? Je vais essayer de rester le plus objectif possible. Daniel, je te laisse la parole en premier. Oui, parce que pourtant on n'a pas de doute. Hein. Non, non, je l'ai affiché direct. Derrière, là. Ouais, non, c'est sur le t-shirt, c'est dans Exactement. l'accent. Exactement. Écoute, comme tu le disais, cette année, c'est vraiment assez ouvert cette Coupe de France. On a un premier match déjà de Nantes contre Lyon qui va être assez disputé, je pense. Euh,
Tout le monde attend, comme on en parlait tout à l'heure, Lyon va essayer de sauver sa saison clairement avec la Coupe de France. Donc ils vont tout faire pour gagner cette Coupe de France cette année parce que c'est l'opportunité pour eux d'être présents en Coupe d'Europe l'année prochaine. Mais ceci étant dit, moi je retiens quand même que Nantes a éliminé Lens le tour précédent. Ils les ont battus à la régulière avec les effectifs au complet, 2-1 chez eux à domicile. Et je pense que Lyon, même s'ils sont sur une bonne série, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'à la Beaujoire, il va y avoir non pas une surprise, mais peut-être la confirmation que Nantes cette année, c'est l'équipe de la Coupe de France jusqu'à la finale. Parce que je te voyais Non, réagir. non, je réagissais parce qu'en fait, pour aller dans ton sens, en fait, ça fait 2 ans que Nantes est l'équipe de la Coupe de France. L'an Ouais, dernier, ils étaient dans la même configuration. exactement. À la place du Lyon, on avait Monaco qui arrivait lancé comme un obus Ouais, et qui avait éliminé Marseille le tour d'avant. Paris s'était fait sortir, je ne sais plus par qui, mm, un petit peu à la surprise générale. Et personne voyait Nantes se gagner la Coupe de France. Personne voyait Nantes déjà éliminer Monaco à domicile. Ils l'ont fait. Et surtout, ouais. personne voyait Nantes gagner en finale contre le Nice de Christophe Galtier, qui était une équipe sensationnelle l'an dernier. Eh ouais, eh ouais. Et finalement, bah, Nantes, c'est une équipe qui a un profil de coupe depuis que Comboiré est arrivé. Non, 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 c'est ça, je pense que ça va être un match très, très accroché. Et au final, tu le disais, j'allais le dire, Camboiré il a vraiment amené ça en fait à cette équipe. Il a su en fait remettre cette équipe, redynamiser un peu l'équipe par les matchs de coupe, même si en championnat, effectivement, ça ne se passe pas aussi bien. Mais je reste persuadé qu'ils vont créer la surprise et qu'ils vont se qualifier pour la finale. Après, dans l'autre match, Annecy-Toulouse, moi, je vois une victoire plutôt facile de Toulouse, même si Annecy est l'équipe un peu sensation. euh, Ils ont battu Marseille, c'est vrai, euh, au tir au but. Euh, mais Toulouse, ça reste quand même une équipe quand même solide, avec un potentiel offensif qui est assez intéressant. Moi, je les vois passer en finale. Moi, je prévois une finale, donc Nantes-Toulouse, et une victoire de Toulouse au pénalty. Tu Je veux, vois en fait, tu veux que je décède, en fait, pendant la finale. ouais, ça va être un match pour cardiaque en fait. D'accord. Donc, on le dit de suite aux auditeurs. Le 1er mai, il y aura pas d'émission. Je serai enterré au Stade de France avec les rois, là. Saint-Denis. Avec Ah, Giancarlo. avec Giancarlo, exactement. Marc, Ben, on parlait d'entraîneurs un peu. Je pense que c'est deux équipes qui sont assez proches, mais je pense que c'est les entraîneurs qui vont faire la différence. Alors, non pas que Comboiré soit d'un coup devenu, à mes yeux, un des meilleurs entraîneurs, mais je pense que c'est vraiment un entraîneur qui est là pour. On connaît le discours de Camboire, hein, c'est souvent mettez les cojones sur la table et puis allez-y, défoncez-vous et tout ça. Donc sur un match, je pense qu'il est capable de l'emporter contre un entraîneur qui me semble pour le coup has-been totalement, hein. Donc on parlait de Mourinho tout à l'heure, où on avait des soupçons avec Mehdi, mais pour moi, Laurent Blanc, il est resté bloqué dans les années 2015. Puis ça n'a pas beaucoup évolué, alors que les joueurs ont énormément évolué. Je le vois vraiment complètement dépassé, ce gars-là. Mais complètement. C'est un bon joueur de golf, mais à part ça, je ne le vois pas du tout gérer une équipe du standing de Lyon. Donc, alors ça tombe bien que tu en euh, parles parce que je pense que Laurent Blanc voulait participer à cette émission la semaine prochaine. non. Justement. C'est sûr que tu ne confonds pas avec Serge Blanc, l'ancien latéral gauche de Montpellier. Non, non, mais écoute, moi, c'est mon opinion. Je pense qu'il s'est rendu compte hein, que d'abord l'aspect managérial a énormément changé depuis qu'il est parti. Il le dit lui-même, hein, que c'est devenu très compliqué. Donc, si tu veux, si je me réfère à ça uniquement, je dirais que quelqu'un comme Camboire sera capable de mobiliser pour un match. Tu sais, on est à une marche de la finale. Donc, je vois bien Nantes se qualifier, qui plus est à domicile. Donc, je les vois bien aller en finale.
Et je suis d'accord avec Daniel après. Pour moi, Annecy fera pas le poids contre Toulouse. Donc, je vois bien Toulouse aller en finale. Et comme Toulouse n'a rien gagné depuis des années, ça serait quand même l'occasion peut-être unique pour les prochaines années qui vont arriver. Donc là, franchement, je suis d'accord avec Daniel. Au bout du suspense, je ne sais pas quand, mais je vois bien Toulouse l'emporter aussi contre Nantes en finale. Bon, alors moi, je suis partagé entre le cœur et la raison. Le cœur, pour moi, le Toulousain qui a habité pendant longtemps à Lyon, ça serait qu'on ait une finale Toulouse-Olympique Lyonnais. Voilà. Fut un temps, certains connaissent l'histoire, fut un temps où je signais des autographes et je faisais des photos Juninho dans les rues de Lyon, hein, le temps où j'avais les cheveux un peu plus courts et Juninho les cheveux un C'était peu pas plus longs. Vicage Dorasso? C'était pas Vicage Ah ben Dorasso? non, ben non, figure-toi même, je vais raconter cette histoire aux auditeurs, que je me suis fait offrir un restaurant, monsieur, par un restaurateur de Lyon. J'étais persuadé que Juninho mangeait dans son restaurant, j'ai rien compris. Mais bon, bref, soit dit en passant, moi là où je suis un peu surpris sur Lyon, c'est que je pensais que Laurent Blanc il aurait fait beaucoup plus tourner sur le match à Paris pour tout miser sur la Coupe de France. Et finalement, il n'a pas fait tant de tournées que ça. Il a aligné quasiment son équipe type hier au parc, hormis Tolisso qu'il a laissé au repos. Mais là, Cazette a joué, Cherki a joué, Tagliafico a joué. Ouais. Donc, il a fait jouer la grosse équipe, alors que on a senti que Nantes, ils sont partis faire du tourisme à Reims. Hein. On a senti que... Donc, bah, je sais pas dans quel état physique vont être les Lyonnais. Et c'est ce qui m'inquiète pour eux parce que jouer finalement 2 matchs à haute intensité, là, si rapprochés, ben, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas l'habitude, hein, parce qu'ils jouent plus la Coupe d'Europe depuis un petit moment. Après, les matchs de coupe, ça se joue encore plus qu'en championnat, souvent sur les individualités dans les deux surfaces. Sur les individualités dans les deux surfaces, Nantes, ils ont un gardien extrêmement fort, Alban Lafont. Après, devant, c'est plus compliqué. Même s'ils ont Ludovic Blas, mais bon, Ludovic Blas, c'est pas un vrai avant-centre. Bon, donc ça me paraît compliqué. Lyon, ils ont une épine dorsale, à mon avis, un peu plus solide, avec des vrais joueurs d'expérience qui ont l'habitude de ces matchs qui valent cher. Donc la Casette, Tolisso s'il joue et Anthony Lopez. Donc ça va être un match très 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 disputé entre la fougue nantaise et puis ils sont les tenants du titre. Hein. Ils n'ont pas envie de lâcher leur coupe comme ça. Et finalement, un mélange d'expérience lyonnaise et de jeunesse, parce que le jeune Barcola qui a marqué contre Paris, ça fait à peu près 10-15 matchs qu'il performe. Maxence Cacré, c'est très fort aussi. Bon, voilà. Donc, moi, je parierais sur une petite victoire lyonnaise 2-1. Même si, vraiment, là, pour le coup, je parierais pas ma maison sur ça. Et sur Annecy-Toulouse, bon, ben voilà, bon, de toute façon, vous savez très bien qui je supporte, où mon cœur va. Après, bah, ça fait très très longtemps, étant né à Toulouse, que je supporte le TFC. Et c'est une équipe qui a l'habitude de se manquer sur ces matchs-là. donc, donc c'est pareil, hein, je me souviens, ça doit être en 2010, hein, la dernière fois qu'ils sont arrivés en demi-finale. Ils recevaient à domicile Guingamp, qui était en Ligue 2 à l'époque avec une équipe du TFC qui était autre chose que ce qu'ils avaient cette année, parce que c'était la dernière grande équipe du TFC. Il y avait Gignac devant, il y avait Capou et Sissoko au milieu. Voilà, il y avait Mauro Tseto derrière. C'était quand même une équipe qui avait terminé quatrième et cinquième en Ligue 1 les 2 dernières années. Et ils se sont manqués lamentablement. Donc, il va falloir voir comment ils gèrent la pression. Bon, Annecy, c'est pas des foudres de guerre, c'est pas une équipe qui a l'histoire de Guingamp, c'est une équipe qui joue le maintien en Ligue 2. Donc le match le plus important pour Annecy, bah, c'est pas la demi-finale, c'est le match qui viendra le dimanche et le samedi pour sauver leur place en Ligue 2. Donc c'est sûr qu'ils vont, à mon avis, ils vont jouer le match à fond, mais ils risquent de faire tourner, comme l'a beaucoup fait l'entraîneur d'Annecy sur les autres tours. Et Toulouse, pour eux, bah, c'est une occasion inespérée de valider finalement la construction du nouveau projet depuis 3 ans. C'est une équipe qui monte en puissance. C'est un peu la hype de ces 2 dernières années autour de la data, de ces joueurs un peu inconnus qui font venir et qui se trouvent être assez incroyables. Donc, on voit bien que depuis 2-3 matchs, ils se gèrent physiquement en attendant la demi-finale.
Et pour l'instant, en Coupe de France, ils ont été plutôt sérieux. Ils ont mis des raclées à tout le monde quand ils ont eu des équipes un peu plus faibles. Donc voilà, je les vois un peu plus professionnels qu'il y a quelques années. Donc je les vois pas se manquer. Ben, j'espère donc aussi qu'ils se manqueront pas en finale, mais ça, j'en suis moins sûr, surtout s'ils jouent contre Lyon. Il y aura le couteau entre les dents, mais c'est deux équipes finalement d'un niveau assez semblable. Hein. Sans doute la plus belle finale, ça serait Lyon-Toulouse. Nantes est un peu en dessous à mon avis. On le voit en championnat, ils sont quand même loin derrière et Lyon et Toulouse. Donc voilà. Donc moi je pense qu'on aura une finale Lyon-Toulouse et après une victoire de Toulouse, je l'espère. Mais je parierai pas sur ça. Mais je serais déjà content d'aller à Paris. Et je sais que Thierry Burta, le patron de la French Radio, ne tarit pas d'éloges sur l'émission et regarde tous les numéros de On va se faire foutre, hein, vu que maintenant nous avons une audience folle. Je lui lance un appel. Avec Giancarlo, on est prêt à aller assurer la retransmission de la finale directement au stade. Si jamais Toulouse se qualifie, hein, pour aller voir Annecy-Nantes, on sera moins volontaire. Tu m'étonnes. Voilà. Donc, en tout cas, je note les pronos et ça nous fait la transition vers la page pronos. Donc, on a déjà fait 2 pronos cette semaine. Il en reste 2. Le troisième prono, donc on va parler de Serie A. On en a parlé un peu en début d'émission en parlant de Mourinho et de la Roma et notamment de la qualification en Ligue des Champions, puisque donc il y a un match à 6 points ce week-end en Serie A. C'est la Lazio de Rome qui reçoit la Juventus de Turin, une Juventus de Turin qui revient de l'enfer, puisque vous le savez, ils ont été sanctionnés de 15 points de pénalité en milieu de championnat pour une affaire de compte truqué, hein, notamment qui avait impliqué le transfert et le salaire de Cristiano Ronaldo, le maquillage des comptes. C'était pas le seul, mais c'était sans doute le plus spectaculaire. Et malgré ces 15 points de retard, la Juve est aujourd'hui sixième, je crois, avec 44 ou 45 points. Et 44. 44, et donc aux portes des places européennes, et ils peuvent encore se qualifier pour la Ligue des Champions par le biais du championnat. Je sais qu'ils ont fait aussi appel de la sanction et que peut-être pour un vice de procédure, les 15 points seront rétablis. Mais pour l'instant, donc, effectivement, la Juventus se déplace à la Lazio de Rome de Mauricio Sarri, l'ancien entraîneur de la Juve, pour un match, effectivement, qui sent la poudre entre la Lazio deuxième donc, et la Juve qui essaye de rattraper le retard en championnat. Marc, En tout cas, si on se fie au dernier match là, qui a eu lieu entre Naples et l'AC Milan, c'est difficile à parier hein, parce qu'effectivement, 0-4 en faveur de Milan, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'avait vu venir. Donc là, c'est pareil, c'est assez ah, difficile. je te rappelle que j'ai parié que la Milan allait éliminer Naples, mais je trouve qu'ils ont performé un peu trop tôt à mon goût. Ouais, là, voilà, c'est ça. C'est Parce que peut-être Naples risque de se méfier maintenant. exactement. Donc là, si on se fie sur les deux dernières rencontres entre les deux, la Juve l'avait emporté en coupe 1-0, et puis au match aller, je crois qu'ils avaient gagné 3-0. Si on se fie à la dynamique actuelle, c'est-à-dire que la Juve quand même est sur une dynamique de folie. Soit dit en passant, si avec 15 points de retard, de pénalité, tu es capable de remonter autant, c'est aussi dire un petit peu ce que la Serie A, le niveau de la Serie A à l'heure actuelle, qui n'est pas encore remonté dans ses standards des années 90, on va dire. Donc, Giancarlo qui n'est pas là ce soir, t'aurais dit le contraire. oui. Donc, si on se fie à ça, c'est tenté de dire que la Juve pourrait l'emporter à la Lazio, mais c'est vrai que là encore, la Lazio, quand même, ils font une année quand même qui est quand même exceptionnelle. Ils sont quand même deuxième du championnat. À domicile, c'est quand même assez solide. Ils prennent peu de buts. Donc, je serais tenté de dire match nul là-dessus. Si je devais parier, vraiment, je miserais sur un match nul. Et vu que les équipes ont tendance de marquer les deux, je pense qu'en moyenne, ils marquent un but et demi par match. Je serais tenté de dire que ça pourrait se finir à 2-2. C'est mon Alors pronostic. écoute, moi, on a parié il n'y a pas longtemps sur Lazio AS Rome parce qu'il y avait un derby romain où effectivement j'avais signalé que la Lazio de Rome, assez curieusement, parce que Sarri c'est un entraîneur très joueur, ils avaient la deuxième défense de Serie A. Donc, Ouais. ils n'avaient vraiment pas beaucoup de buts. Ils ont pris 20 petits buts en Serie A, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une défense très 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 hermétique, très difficile à battre. Et la Juve, ils ont pas. Bon, alors, maintenant, ils ont Chiesa qui est revenu de blessure et ça va un peu mieux. Du coup, offensivement, ils ont Arkadiusz Milik, ils ont surtout Vlahovic.
Donc, on va avoir quand même une attaque assez puissante contre une défense très intéressante, donc une vraie opposition de style. Donc, je vois une petite victoire de la Juve 1-0, parce que la Lazio, autant ils ont une bonne défense, autant offensivement, ça peut peiner. Voilà, il faut tout. C'est souvent des buts à l'italienne ou sur coup de pied arrêté pour forcer le verrou. Donc, je pense que la Juve va maîtriser ce match. Dani? Ouais, en fait, je regardais si la Juve, on leur avait pas pris les 15 points, il serait à 59 points aujourd'hui. C'est-à-dire Ah, qu'il serait c'est deuxième génial. du championnat. Ah, bah, bien Il sûr. serait deuxième. Il serait deuxième devant la Lazio. Et effectivement, comme le disait Marc, là, ils sont sur une série de ouf. Là, hein. Ils sont vraiment. C'est le rouleau compresseur. Donc, et pour eux, le championnat, c'est vraiment la seule possibilité d'accéder aux places européennes. Donc, ils vont vraiment tout faire pour raccrocher le wagon à la quatrième place. Moi, je suis sûr que la Juve aujourd'hui va vraiment, euh, va vraiment mettre le paquet pour rattraper son retard. Ils ont que 6 points de retard sur le quatrième, donc c'est rien. C'est deux victoires, hein, 6 points. Donc je vois l'Inter, moi, qui est en train de glisser. Donc pour moi, la Juve, clairement, sur ce match-là, tu parlais d'ailleurs de meilleure défense. C'est vrai, tu as raison, la Lazio a pris que 19 buts. Mais derrière, c'est la Juve. Ils en prennent que 22. Ouais. Donc, ils marquent plus de buts que la Lazio. Euh, et la Juve, en termes d'historique, par rapport à la Lazio, c'est un Oui, peu la bête noire. Donc, oui, ils écrasent. il les écrase. Ouais. Donc, moi, je serais tenté ouais, de voir. Je verrais une victoire de la Juve pour ces raisons-là. 2-1. Et alors, dernier match. Alors, le match Ah, plus ou moins en programme, hein. ah, On va parler quand même d'une institution européenne, mais qui se retrouve en péril aujourd'hui. Donc, c'est le match entre Almeria et le Valence Football Club. Donc, un match à 6 points, comme on dit, un match de la muerte, comme on dirait en Espagne, puisque Almeria est 18e, premier relégable, Valence est 19e. Almeria a de mémoire 27 points, Valence en avait 26 avant le match de ce soir, et à la mi-temps, ils perdaient 1-0. Donc, ils étaient mal barrés contre le Rayo Vallecano, je sais pas où ils en sont. Donc voilà, donc c'est le match, vraiment le match de la peur. Ça se joue à Almeria. Si Almeria l'emporte, ben, ils font un trou avec le FC Valence, hein. Il y aura 4 points à 10 journées de la fin. Ça va commencer à devenir compliqué pour Valence et c'est chauve-souris, donc ils risquent de partir dans une grotte. Donc voilà, une dynamique inquiétante, hein, pour Almeria qui a gagné, qui a perdu, je crois, ou non, qui a pas gagné ses 4 derniers matchs, je crois, 3 défaites et un nul. Valence, depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, qu'ils ont viré Gattuso, c'est un peu mieux, mais ils partent de loin malgré une équipe qui est quand même, je regardais sur le papier, ils ont quand même une sacrée équipe, hein. Ils ont Cavani devant avec Justin Kluivert, ils ont José Gaya arrière gauche. Ils ont une belle charnière centrale. C'est quand même assez surprenant. C'est assez surprenant ce qui se passe à Valence. Mais finalement, c'est le reflet d'une politique sportive en déliquescence depuis leur dernière Ligue des Champions. C'était qui avait donné lieu à l'épicentre du Covid, hein. Il y avait eu un Atalanta Valencia, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en huitième ou quart de finale qui avait propagé le Covid dans toute la C'est vrai. péninsule ibérique. ah, exact, ouais. Ils s'en sont pas remis. Ils sont toujours en quarantaine, le Valence FC. Ouais. Donc Dani, vas-y, je te donne la parole en premier. Non, bah écoute, je te rejoins sur l'effectif de Valence. Je regarde, moi aussi, par curiosité, je vais aller regarder et ils ont quand même, sur le papier, ils ont quand même des sacrés joueurs, hein. Ah ouais. Tu citais Cavani, ça en est un exemple. Et, et effectivement, la série qu'ils ont est meilleure que celle de Almeria. Almeria, vraiment, les pauvres, ils sont vraiment dans une série noire. Euh, par rapport à cette équipe de Valence, on le disait, c'est quand même une équipe historique, quoi. Ils gagnent, c'est une équipe qui s'est battue au niveau européen, Ligue, Ils ont 4 Coupes d'Europe et 6 ils ont championnats. 4 Coupes d'Europe, Ah, ouais. avec Emery notamment. C'est quand même assez surprenant de les voir à cette place-là. Moi, je parierais quand même sur un sursaut d'orgueil de fin de saison sur cette équipe du Valence. Il y a tellement de qualité sur le papier dans cette équipe que ça serait quand même assez surprenant de les voir descendre. Alors c'est vrai que là, ils sont un peu en dents de scie.
Parce que je regardais effectivement, il y a eu défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Donc sur les 5 derniers matchs. Donc en fait, ils sont comme ça. Donc c'est la sinusoïdale, mais moi je parierais plus sur une victoire de Valence quand même et un retour de Valence dans les points qui les sauverait de la relégation. Je dirais Valence va gagner 3-1 à l'extérieur. Ok, Marc? Valence qui marque très très peu de buts, hein, 3-1. Et je crois qu'ils ont marqué. 28 buts. Non, si Cavani n'a pas marqué 5 buts là-dedans, là, ou il a marqué très très peu de buts, il a été blessé, je crois, ou il est encore blessé, ça marque très très peu, hein. Ils encaissent peu de buts et ils en marquent très très peu, malgré un effectif qui est quand même plus que cohérent. Almeria, il est habitué à faire la montée, la descente. C'est une équipe qui a l'habitude, hein, de se battre pour ne pas descendre. Je pense que Valence, c'est l'année. C'est l'année où ils vont descendre. C'est pour moi inéluctable depuis des années. C'est depuis 2014, c'est très compliqué. L'arrivée de Lim, hein, finalement, du riche, je ne sais plus de quel pays asiatique il est, mais en tout cas, il Indonésie, je a, crois. Indonésie ou Malaisie, ouais, c'est comme ça, ouais. ouais, Malaisie, je crois. Ouais, ouais, en tout cas, il est vraiment, depuis qu'il est arrivé, ses choix sont. Je ne sais pas si on enchaîne là-dessus. C'est un club qui a eu des résultats. Et à chaque fois qu'il en a eu, c'est comme s'il se tirait une balle dans le pied. Et en 2019, par exemple, l'année où il gagne la coupe, je crois, en 2019, contre Barcelone. Si je ne m'abuse, ils ont à la tête un très bon directeur sportif. Puis finalement, il s'en Ils s'est ont un pas. entraîneur portugais, je crois. Ils n'ont pas Ils espéré ont un Santos, entraîneur. quelque chose comme ça? Je sais plus qui Non. C'est c'était ça, hein. là à l'époque, mais ils avaient aussi Rodrigo et Fernando Torres. Non, Ferran Torres, pardon. Ils avaient Ferran Ferran Torres, ils Torres, avaient Rodrigo, ils avaient un autre joueur qui c'est était passé ça. par le Benfica, Et ils avaient Guedes, Gonzalo Guedes. alors, alors qu'ils pouvaient capitaliser à chaque fois sur des joueurs comme ça pour l'année d'après, ils ont décidé de les vendre. Et à chaque fois, ils se sont appauvris en recrutant des joueurs qui n'étaient pas du tout au niveau. Ce président-là est là pour, enfin, cet investisseur-là est clairement là pour faire du business, hein. Ça, c'est la dérive de nombreux clubs en Europe, hein. Il n'y a pas que Valence là-dedans. Il y a de nombreux clubs qui souffrent de ça, finalement. Quelqu'un qui est très éloigné, ça peut être un investisseur américain, là pour le coup, c'est un investisseur asiatique qui est très très loin de la réalité espagnole, qui est en opposition en plus avec la mairie de Valence, qui a un conseil d'administration, ça parle quasiment pas espagnol, ce sont des gens très éloignés de la réalité aussi espagnole, qui font des choix sportifs plus que bizarres. Et ce club-là, pour moi, est en déliquescence complet, alors que c'est un club qui a énormément gagné, tu le précisais, Daniel aussi, les Coupes d'Europe, la Coupe d'Espagne. C'est un club, fer de lance, c'était dans les 4-5 meilleurs clubs espagnols, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais les choix voilà, les choix qui viennent d'au-dessus sont étant catastrophiques. C'est un club pour moi qui peut-être d'ailleurs ça me ferait du bien de descendre. Et je pense que ça va être l'année. Je pense que vraiment, ils ne sont pas capables, ils n'ont pas l'habitude de lutter pour le maintien. Et je pense que ça va être l'année de la descente pour moi. Et donc, ton prono sur le match? Mon prono sur le match, c'est une victoire d'Almeria, D'accord. 1-0. Alors, je te rejoins. Je te rejoins. En fait, moi, pour moi, je ferai un parallèle entre ce FC Valence-là et l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, là, après leur dernier titre en 96. Ils sont descendus au début des années 2000, l'Atlético Madrid, je ne sais pas si tu t'en souviens. En 96, ils avaient un président assez mégalo. Après le titre de champion, ils avaient vécu au-dessus de leurs moyens. Ils avaient acheté des joueurs comme Christian Vieri, c'était le plus gros transfert du monde à l'époque, etc., etc. Enfin, ils avaient fait n'importe quoi. Ils Ouais. avaient continué à performer, mais après, quand financièrement ça s'était écroulé, ils s'étaient retrouvés dans le dur et l'Atlético Madrid de Fernando Torres, 17 ans, était descendu en deuxième division avec une équipe qui tenait la route, hein. Ils avaient toujours des Kiko, des Caminero, je crois, à l'époque, etc., etc. Des joueurs emblématiques du club et des internationaux avec un super niveau. Mais ils étaient descendus parce que c'était une équipe qui n'avait pas l'habitude de se battre pour les dernières places. Et cela avait fait du bien. Ils s'étaient reconstruits. Le club était reparti sur d'autres bases.
Puis Simeone était arrivé et on a l'Atlético qu'on connaît aujourd'hui et qui maintenant est inscrit dans une espèce de durabilité où on a l'impression que bah voilà, il sera toujours là dans les 3 premiers du championnat d'Espagne. Et mine de rien, Valence, normalement, c'est la 4e puissance en Espagne. Derrière justement ces trois-là. Depuis 10 ans, ils se sont largement fait dépasser par le FC Séville qui a gagné 6 Europa League quasiment en 15 ans. Ils sont effectivement en grave danger parce que même s'ils descendent, je ne sais pas financièrement comment ils vont s'en sortir. Si Nîmes va remettre des sous dans le Goré ou s'il va se retirer. Je rappelle que cet échec de la politique sportive, c'est aussi l'échec de la politique de Jorge Mendes, hein, qu'on connaît bien au Portugal, puisque c'est lui qui était, entre guillemets, président officieux du FC Valence, hein, puisque tous les transferts, c'était lui qui les négociait. Et c'était que des joueurs de l'écurie Mendes qui avaient un moment. Donc c'est pour ça qu'il y avait tous ces joueurs qui venaient du Portugal, du Benfica, du Porto ou du Sporting pendant un moment au FC Valence. Maintenant, la filière semble s'être distendue. Alors peut-être que justement, c'est pas l'échec de Mendes, mais que c'est le départ de Mendes qui fait que le FC Valence a coupé certains réseaux de transferts et se retrouve en difficulté. La chance du FC Valence, je pense, c'est que, comme tu l'as dit, c'est pas un club qui est habitué à jouer le maintien, mais qu'il n'est pas tout seul dans ce cas-là. Il y a l'Espagnol Barcelone aussi, qui a 27 points, qui est juste au-dessus de la ligne de la flottaison, à la différence de but par rapport à Almeria, donc il y a un point de vent, et qui est pas encore sauvé d'affaires. Et il y a même, j'en ai parlé juste avant, le FC Séville, qui a 31 points, donc il y a 5 points du Valence, qui est 13e du championnat. Donc en fait, jusqu'au 13-12e, les gens sont pas sortis d'affaires, et là-dedans, tu as 3 clubs qui sont des clubs historiques de la Liga et qui sont pas habitués à jouer ces matchs-là, avec l'Espagnol de Barcelone, avec un profil encore plus inquiétant, parce que je crois qu'ils ont perdu leurs 5 derniers matchs. Donc l'Espagnol Barcelone, ils y vont tout droit. Donc je sais pas si Almeria va descendre, parce que l'Espagnol est encore plus en difficulté qu'eux. Et du coup, je sais pas si on va avoir un match très enlevé ou un match où les deux équipes vont rester derrière le cul sur leur but en étant apeurés. Moi, je parierais sur un 0-0, sur une pure, sur un 0-0 parce que les deux équipes vont pas vouloir, surtout pas vouloir perdre ce match pour essayer de jouer leur survie sur les matchs qui viennent après. Donc voilà, j'ai envie de dire que moralement, ça serait pas mal qu'ils descendent, même si ça fera pas plaisir à Sébastien Barbet qu'on embrasse. Mais voilà, sportivement, je pense que il risque d'y échapper encore, mais il recule inéluctable année après année. Sur la descente, je parlerai quand même pour l'Espagnol qui accompagne Almeria et Elche qui est déjà en Ligue 2 pour la descente. Ça vous va? Ça aussi, c'est symptomatique du niveau à l'heure actuelle de la déliquescence de la Liga, hein, qui a beaucoup moins d'argent, les clubs historiques qui sont fragilisés, la problématique à l'heure actuelle, l'affaire au FC Barcelone. On en a parlé il y a 15 jours. En fait, c'est un championnat qui est plus compétitif. Moi, c'est ce que je vous disais, mais ça date pas d'aujourd'hui. Toi, tu parlais du FC Valence depuis 2015. Enfin, voilà, il y avait au début des années 2000 une Liga qui était hyper dense, où sur les 6-7 premiers, déjà te qualifier pour la Ligue des Champions, c'était compliqué. Le Real Madrid ou le Barça, ils n'étaient pas assurés tous les ans de se qualifier pour la Ligue des Champions, parce que tu avais le Real, tu avais le Barça, tu avais l'Atlético, tu avais Valence, tu avais Séville, tu avais la Corogne encore, quand il y avait la Corogne. C'était quand même autre chose. Le Real Madrid des Galactiques n'arrivait pas à être champion tous les ans. Mais bon, il faut quand même nuancer un truc, c'est que, et ça montre justement le manque de compétitivité de ce championnat, c'est qu'il reste quand même 11 journées. 11 journées, c'est 33 points. Et entre Valence, qui est 19e, qui a 26 points, et le 10e, qui est Celta Vigo, qui a 35, il y a 9 points. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je prends note. Je crois que Dany a fait un peu le trou sur le jeu des pronostics cette semaine. Ah oui, hein. Bravo, Dany, hein. Bravo. Surtout avec Vizela. Avec Vizela. Ah ouais, Vizela. Merci Marc. Merci Marc. Je n'osais pas te le dire. En tout cas, on vous embrasse. À très bientôt pour de nouvelles aventures et à mardi prochain. Bonne semaine. Bye. Allez, bonne semaine à tous. Bye. Ciao. La French Radio. Portugal.